Imaginez un instant un livre. Un livre si puissant qu'il pouvait former les rois, si malin qu'il pouvait critiquer le pouvoir sans que personne ne perde la tête. Eh bien, ce chef-d'œuvre de la littérature mondiale, c'est un recueil de fables qui enseigne depuis des siècles l'art très subtil de gouverner. C'est là la grande question, non? Une question qui a dû hanter les couloirs de tous les palais pendant des siècles. Un mot de travers, une vérité un peu trop directe, et tout pouvait basculer. Alors comment on fait pour transmettre la sagesse à un pouvoir qui, par définition, n'aime pas trop être contredit? La solution, elle est là, aussi brillante que subtile. On passe par la fiction, par l'allégorie. En fait, en utilisant le monde animal pour parler des hommes, on trouve une méthode indirecte, mais incroyablement efficace pour faire passer le message. Et cette méthode, elle est vraiment au cœur d'un livre ancien, un véritable manuel de sciences politiques, mais déguisé en contes animaliers. Allez, on plonge dedans. Ce livre, c'est ce qu'on appelle un miroir des princes. C'est un genre littéraire qui était destiné à l'éducation des futurs dirigeants. Son origine remonte à l'Inde ancienne, à un recueil qui s'appelle le Panchatantra. Et le but, attention, ce n'était pas de divertir, pas du tout. Le but, c'était de former, de donner les clés pour un règne juste et stable. Mais ce qui rend ce livre absolument génial, ce n'est pas seulement son contenu, c'est sa structure. Ce n'est pas juste une collection de fables mises bout à bout. Non, c'est une construction narrative incroyablement sophistiquée. On va commencer par le cadre, l'histoire de base. Alors, tout part d'une quête, celle du roi d'Apshilim. Guidé par un rêve, il part chercher un trésor. Sauf qu'il ne trouve pas d'or, mais quelque chose de bien plus précieux. 13 règles pour bien gouverner. Le problème, c'est qu'elles sont abstraites, un peu énigmatiques. Il a donc besoin d'un guide, d'un traducteur. Ce sera le philosophe BitPie. Et c'est là que la magie opère. Pour expliquer chaque principe, BitPie ne va pas faire un long discours. Il va raconter une histoire. Et c'est là qu'on entre dans la mécanique fascinante du livre. Les récits ne sont pas simplement alignés les uns après les autres. Non, ils sont imbriqués, emboîtés, un peu comme des poupées russes. Cette technique a un nom, c'est le récit cadre. On a une histoire principale qui sert de contenant, et à l'intérieur, d'autres histoires viennent s'insérer. Et parfois, ces histoires peuvent elles-mêmes contenir d'autres petits récits. C'est une structure vertigineuse, en abîme. Alors concrètement, comment ça marche? D'abord, on a le roi d'Apshilim qui écoute le sage BitPie. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, BitPie commence la grande fable de la cour du roi lion. On est au deuxième niveau. Et puis, au milieu de cette fable, un des animaux, pour argumenter, va dire « Tiens, ça me fait penser à l'histoire de la colombe et du chasseur ». Et hop, on entre dans un troisième niveau. Cette technique narrative, en fait, elle n'est pas unique. Elle rappelle peut-être quelque chose? Oui, bien sûr, les 1001 nuits. Scheherazade utilise exactement le même procédé. Elle en chasse des récits les uns dans les autres pour sauver sa propre vie. C'est fascinant de voir que dans un cas, la narration est un outil de survie, et dans Kalila et Dimna, c'est un outil pour transmettre le savoir. Le récit cadre intérieur le plus important, c'est celui qui donne son nom au livre. Il met en scène deux chacals. Il y a Kalila, qui est plutôt prudent, et Dimna, qui est très ambitieux. Dimna voit sa position à la cour du roi lion menacée par un bœuf, Chanabé, et il va utiliser toutes les ruses possibles pour éliminer son rival. Leurs dialogues servent alors de prétexte pour introduire plein d'autres fables. Bon, on a parlé de la structure, qui est brillante. Passons maintenant au contenu, parce que si la forme est géniale, le fond, lui, est d'une richesse incroyable. À quoi servent vraiment toutes ces histoires? Prenons quelques exemples pour que ce soit plus concret. L'histoire du lion et du bœuf, c'est une super leçon sur les dangers de la calomnie et des rumeurs à la cour. Celle des colombes, elle, montre la force de l'union face à l'adversité. Et alors, la guerre entre les corbeaux et les hiboux, c'est un véritable petit traité de stratégie militaire. Chaque fable explore un aspect clé du pouvoir et de la nature humaine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce ne sont pas juste de jolies histoires pour endormir les enfants. Pas du tout. Ce sont des simulations, des études de cas politiques. En observant les animaux se débattre sur cet échiquier du pouvoir, le roi apprend à décrypter le comportement de ses courtisans, de ses ennemis et même de son propre peuple. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient? Quelles sont les grandes leçons que le roi d'Apshilim et tous les dirigeants après lui devaient tirer de ces fables? Il y a cette citation, tirée du livre, qui résume parfaitement toute sa philosophie. La connaissance, la sagesse, ça n'a de valeur que si c'est mis en pratique. En gros, il ne suffit pas d'écouter les fables, il faut en appliquer les leçons pour bien gouverner. Si on devait distiller l'essence du livre, on pourrait retenir ces 5 piliers. D'abord, la base de tout, la justice. Ensuite, des compétences humaines, bien s'entourer, donc bien choisir ses conseillers, et savoir se maîtriser soi-même, maîtriser ses émotions. Et enfin, des principes d'action, toujours réfléchir avant de foncer, et maîtriser l'art subtil de la récompense et de la sanction. Le livre met aussi en garde, bien sûr, contre les poisons du pouvoir. Ces 4 vices sont présentés comme les pires ennemis d'un souverain. La colère qui rend aveugle, l'avarice qui isole,
le mensonge qui détruit tout et la violence qui n'est jamais un signe de véritable puissance. Finalement, la leçon ultime de Kalila et Dimna, elle est assez simple. La politique, c'est d'abord et avant tout de la psychologie. Pour assurer la stabilité et la durée d'un État, il n'y a pas de secret. Il faut comprendre la nature humaine avec ses motivations, ses peurs, ses ambitions et bien sûr ses faiblesses. Cette œuvre a presque 2000 ans, c'est assez fou quand on y pense. Mais sa méthode, elle, reste incroyablement moderne. Alors, pour finir, on peut se poser la question, aujourd'hui, quelles sont nos fables, quelles sont nos allégories, nos récits déguisés pour analyser et parfois critiquer le pouvoir? La question, elle, reste ouverte.